Bonsoir, merci d'abord d'être parmi nous ce soir. Je suis Maïdine Wali et j'ai en charge, pour le compte de la Maïf, l'organisation des conférences et réunions mutualistes qui se tiennent un peu partout en France. Et j'ai aussi le privilège d'introduire ce soir cette réunion sur le thème de la confiance. Donc je vois au nombre de présents qui sont ici que la question vous intéresse. À la Maïf aussi, cette question nous intéresse depuis longtemps. D'abord, il faut que vous sachiez qu'on a érigé cette notion de confiance dans la vision pour définir un petit peu ce que nous ferons dans l'avenir et ce que nous faisons déjà aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a qualifié la vision de l'audace de la confiance. Et puis, depuis plusieurs années déjà, on traite, dans le cadre de nos conférences mutualistes, cette thématique. On a demandé successivement à Christophe André, à Frédéric Fanger, à Laurent Gounel, de venir nous donner un peu leur vision sur ces sujets. Et ce soir, c'est au tour de Natacha Quintard. Merci d'être présente parmi nous ce soir. Alors, un petit mot quand même pour présenter Natacha. Vous êtes psychologue, clinicienne à l'hôpital Sainte-Anne. Vous êtes également enseignante à l'université Paris 5 et vous êtes spécialisée sur les thérapies cognitives et comportementales. Et puis vous vous intéressez depuis longtemps aussi aux techniques de gestion du stress. Et vous avez travaillé d'ailleurs avec Christophe André sur les questions d'estime de soi, d'affirmation de soi. Donc ce soir, vous allez nous parler de la confiance. On a l'impression, en tous les cas, comme ça, d'avoir des certitudes, qu'on est tous comme ça équipés d'un capital confiance depuis toujours. Puis, comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ce capital, parfois, s'érode. Finalement à la lumière des circonstances de la vie. Et puis un jour, on finit peut-être par en avoir plus ou pas assez. Et finalement, avoir autour de nous des gens qui s'y intéressent pour essayer de comprendre comment ça peut se restaurer, comment ça peut se préserver, comment ça peut se rétablir, eh bien, c'est finalement une chance assez inestimable. Donc, merci Natacha de nous éclairer sur le sujet. Je voudrais vous dire juste pour les questions de forme que nous vous avons remis un petit questionnaire, hein, vous l'avez trouvé sur votre chaise. C'est super important pour nous parce que votre avis, il va nous permettre en quelque sorte d'améliorer la prochaine conférence de Natacha pour que les sociétaires quand ils sortent, ils aient, vous savez, ce fameux effet waouh. Voilà, je laisse la place à Natacha et je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée. Bon, eh ben merci beaucoup à vous de m'accueillir, à la Maïf d'organiser cette conférence. Et donc, je vais vous parler de la confiance en soi. On va voir comment la confiance en soi touche un concept fondamental qui est le concept d'identité, de construction de l'identité. Donc, on va parler de ça. Et comment on va essayer d'améliorer la confiance en soi et de faire en sorte qu'elle soit un socle pour être vraiment présent à soi-même, aux autres et au monde. Alors, la première image qui m'est venue, c'est celle-ci, c'est celle du film de Walt Disney, le serpent K qui essaie d'hypnotiser le petit Dom. Et dans cette image, c'est d'ailleurs comme ça que j'avais appelé ma conférence, Aie confiance. Eh bien, il y a déjà un paradoxe, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire confiance à cet autre dont on va dépendre? Et ce risque de la dépendance, eh bien, il est important. A-t-on assez confiance en soi pour faire le bon choix? Et peut-on faire confiance en cet autre qui nous le demande? Et c'est un pari risqué. On sait qu'il faut aussi avoir confiance en soi pour pouvoir déjouer le mal, la trahison et tout ce qui est à l'extérieur et qui peut être mauvais. Donc la confiance en soi va être quelque chose de très fondamental dans notre rapport aux autres et au monde. Et on va en parler tout le long de cette heure ensemble. Donc, on sait aussi très vite qu'il en faut peu pour être heureux. Donc, on va voir comment. Alors, on a tous des situations qui nous angoissent. On a tous connu des situations où on perdait nos moyens. On se met à rougir, à trembler, à perdre le fil de ses pensées, que ce soit quand on est enfant à l'école et qu'il nous faut réciter une poésie au tableau, ou bien à un premier rendez-vous amoureux, ou encore quand il faut donner une conférence devant 100 personnes, ou à un entretien d'embauche. On a tous connu des moments où on perd des pieds, où notre corps s'emballe et où on n'arrive plus à gérer, en tout cas pour un temps, et on se sent totalement perdu. C'est ce qu'on appelle le trac, c'est l'angoisse, c'est inévitable. Et quel que soit notre milieu socioculturel, notre âge, eh bien, on peut vivre des moments de stress intense où finalement on perd la confiance en soi.
on va voir d'ailleurs à quel point elle est fragile. Alors, cette sculpture de Giacometti, avec son génie et le génie des artistes qui arrivent à traduire toute la souffrance et la vulnérabilité de l'homme, là m'a semblé tout à fait à propos. Cet homme, il a l'air complètement suspendu, il est prêt à tomber, c'est l'homme qui chavire, il est debout, et on a l'impression d'un espace infini autour et que lui n'est pas grand-chose. Et c'est un peu à l'image de cette angoisse fondamentale qu'on éprouve tous et qu'on éprouve particulièrement dans ces moments d'attaque de panique que je viens de décrire, où finalement on a la sensation d'être particulièrement fragile et vulnérable et où les angoisses prennent le dessus. Donc l'homme est fragile, il sait qu'il est homme, il a ce qu'on appelle la conscience réflexive, on sait qu'on est homme, on sait qu'on pense, on sait qu'on va mourir, et on a conscience de notre présence dans un espace-temps dont on ne peut échapper depuis le premier jour de notre naissance. Il nous faut avancer sur le chemin de la vie sans vraiment savoir où on va, et avec les moyens qu'on a. Donc cette angoisse est quelque chose de propre à l'homme, et qu'on va essayer de colmater, nous, psychologues en particulier, on en reparlera tout à l'heure. Alors, la maladie mentale est justement l'expression la plus tragique de cette angoisse des hommes. Et je vais juste vous lire 3 lignes de Virginia Woolf dans Les Vagues. « Je dois poser le pied prudemment sur le rebord du monde, de peur de tomber dans le néant. Je suis forcée de me cogner la tête contre une porte bien dure pour me contraindre à rentrer dans mon propre corps. » Effectivement, la construction de soi est très fragile et dans la maladie mentale particulièrement, on a l'expression de cette peur, de cette souffrance et cette difficulté à être soi. Donc la peur fait partie de la vie, c'est ce que Nietzsche appelait le beau risque de vivre. Donc on va essayer de trouver des ressources pour se fortifier et faire face à tout ça. Alors on pensait qu'avec le progrès scientifique, avec l'évolution technologique, avec la société de consommation, eh bien, on allait arriver à résoudre les maux humains. Et pourtant, depuis l'Antiquité, ces maux sont les mêmes qu'aujourd'hui. On souffre des mêmes choses. On a toujours peur de souffrir quand on est amoureux. On a toujours envie de pouvoir. La violence est toujours présente. Et les maux humains sont exactement les mêmes qu'à l'Antiquité, et on n'a pas beaucoup progressé. Alors voilà, c'est notre pauvre condition d'homme, c'est-à-dire on est comme Sisyphe à porter notre souffrance et notre lot sur cette route en montant la montagne et puis en redégringolant et en recommençant. Et notre vie, c'est ça. On est obligé de travailler et de porter ces maux qui font partie de notre humanité. Mais ce qui va faire la force de l'homme, c'est justement, et on va le voir, c'est de vivre et d'accepter cette vie et de la vivre le mieux possible. Et là, dans Sisyphe, effectivement, dans son travail, dans son labeur, eh bien, il va donner du sens à ce qu'il fait. La vie en elle-même et le fait de la vivre est déjà ce qu'on a de plus précieux. Alors, au XXe siècle, la science s'est particulièrement intéressée à l'individu avec la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse, mais aussi la sociologie, l'anthropologie. Et on s'est intéressé au fonctionnement de l'être humain, en particulier des êtres humains, et puis aussi à son fonctionnement dans le groupe et dans la société. Et avec en particulier le souci de le conduire à la bonne santé, de prévenir les troubles et d'essayer de comprendre ce fonctionnement psychique et d'améliorer les conditions de vie et la qualité de vie et d'essayer de faire en sorte que l'homme soit de plus en plus en harmonie avec son milieu. Et c'est comme ça qu'on voit fleurir dans nos librairies tous ces livres, depuis une vingtaine d'années particulièrement, sur le développement personnel, où on essaie de nous donner des recettes pour être heureux et pour combattre ces maux dont on parlait à l'instant. Donc essayer d'être heureux, gérer ses relations aux autres et à apprendre à vivre mieux. Alors, quels sont les fondements de la personnalité et d'où vient cette grande fragilité ? Elle vient en grande partie du fait que nous sommes immatures. En étant humains, nous naissons immatures, c'est-à-dire que notre maturation va prendre des années. Donc on est extrêmement dépendant des autres. Dans la petite enfance, le nourrisson est très dépendant des soins, et puis ensuite l'enfance jusqu'à 10-11 ans, et puis ensuite l'adolescence, jusque la maturité intellectuelle, physique.
et sexuelle. Donc le temps de maturation de l'homme par rapport aux autres animaux est bien supérieur, puisqu'il nous faut 18 ans, voire bien plus, pour arriver à la maturité, si elle existe vraiment. Sachant que la maturité, je crois, on en parlera, c'est un idéal vers lequel on va tendre, mais c'est quelque chose vers lequel on tend en permanence. Mais est-ce qu'on est un jour enfin mûr et dans la pleine possession de tout ce qu'on est? C'est une question. Donc c'est très long de devenir un homme, on est inachevé, imparfait, et c'est de cette longue dépendance que naît cette vulnérabilité. Pendant de longues années, on est dépendant de l'autre, et on a d'autant plus le temps de vivre cette sensation de faiblesse, ces peurs, et cette vulnérabilité et ces manques. Donc, comme nous sommes des animaux sociaux, on est très dépendants des autres, l'éducation va avoir un rôle fondamental dans notre évolution. Comment la personnalité se construit? Elle se construit sur une base innée. D'abord, ce sont nos caractères physiologiques, des caractéristiques innées, notre patrimoine héréditaire. Et puis, il y a une part d'acquis. Et l'acquis, ça va être justement les relations aux autres, et notamment les liens aux parents, et puis toutes les expériences de la vie qui vont nous façonner ensuite. Alors, on sait que les liens aux parents sont essentiels, et on va en parler. Plus il y a encouragement, amour, attention et respect dans les premiers temps de la vie, et plus l'estime de soi va augmenter, et plus on développera des liens qui sont sécures. Et plus effectivement les relations seront faites de critiques, de tensions, de violence, d'agressivité ou d'ignorance, et bien moins l'estime de soi sera bien construite, et plus on développera des attachements dits insécures. C'est Bowlby qui a parlé de ces attachements primaires, sécures ou insécures, en fonction justement de la confiance qu'on peut avoir en l'autre et en soi ensuite. Donc les expériences de la vie vont nous façonner. Alors, les interactions précoces sont fondamentales, et on sait à quel point la maman donne la vie au bébé. Alors là, c'est le bébé singe. Et elle va donner la vie, elle va nourrir, elle va câliner, cajoler et bercer. Et chez nous, c'est exactement pareil. On va regarder, on va réchauffer. Et c'est dans cette relation maternelle primaire que va pouvoir se construire les bases de l'identité. Donc, le processus d'individuation qui est donc lent, et surtout dans les premiers mois de la vie, le bébé est dans un état de chaos. Il ne différencie pas son esprit de son corps. Il ne sait pas qui est l'autre et s'il est lui. Donc il y a une indifférence entre lui, soi, et le non-soi, entre sa psyché et son corps, et il est dans ce qu'on appelle un état de chaos, de sensations variées qui ne sont pas unifiées. Et il dépend totalement des soins maternels primaires, et on sait à quel point plus les soins vont être adéquats et adaptés à l'enfant, et meilleure sera ensuite la construction de la personnalité et la psyché. Et mieux sera construite la psyché. Donc, la satisfaction primaire des besoins, c'est ce que Winnicott appelait la mère suffisamment bonne. Plus la mère va être en accord avec les désirs de son bébé, et plus les réponses seront de l'ordre de la satisfaction pour le bébé et vont l'aider à se construire. Donc, la préoccupation maternelle primaire va vraiment aider à la construction et à la perception de la cohésion de l'identité, et en donnant des soins répétés, chaleureux, et en répondant aux besoins de l'enfant. Quand il a faim, il pleure, donc il a mal, on lui donne du lait, il va être dans la satisfaction. Cette éprouvée de satisfaction va lui permettre d'introjecter des bons objets, des bonnes expériences qui vont lui permettre ensuite de se construire comme une unité cohérente plus tard. Donc ces soins sont essentiels, et on sait comment les carences précoces chez l'enfant sont dommageables. Et il y a une expérience qui a été faite par un psychologue américain qui s'appelle Harlow, et qui a mis un bébé singe face à deux mannequins, un en grillage qui pouvait donner du lait, et un avec une fourrure. Et on s'aperçoit que le bébé singe va
complètement délaisser le mannequin grillage au profit du mannequin fourrure qui va lui apporter tout le réconfort dont il a besoin à cet âge. Et en fait, quand le mannequin grillage a du lait, il va se précipiter sur le lait, boire à toute allure, et puis ensuite se réfugier dans les bras du mannequin qui a une couverture, parce que c'est essentiel chez le singe et chez l'homme. Évidemment, ce besoin d'attachement est fondamental et presque supérieur. Je ne sais pas s'il est supérieur, en tout cas, il est aussi fondamental que le besoin de se nourrir. Et la recherche de sécurité, de chaleur est fondamentale. Et on sait comme les carences précoces sont dommageables, par exemple, chez les enfants sauvages, c'est des exemples qu'on a eus, d'enfants qui n'étaient pas élevés et qui étaient trouvés dans la nature et qui n'avaient pas reçu ces soins primaires, eh bien, n'arrivent pas à se développer intellectuellement, physiologiquement, et ça crée des carences très graves. Alors, une autre étude qui a été très fondatrice dans l'attention qu'on a portée au bébé et au lien primaire et à la compréhension de la personnalité, de comment ça se construisait dans les liens précoces, ce sont les travaux de René Spitz sur l'hospitalisme. Alors Spitz, dans les années 30, a travaillé. Après la guerre, en fait, les bébés étaient placés dans des orphelinats, ils avaient donc perdu leur maman, et donc recevaient des soins. Et il a décrit ce qu'on appelle la dépression essentielle, c'est-à-dire que ces bébés étaient soignés, ils avaient tous les soins nécessaires, sauf qu'ils étaient très nombreux, et il manquait quoi? Il manquait l'attention, il manquait la chaleur, la tendresse nécessaire à l'évolution. Et ces enfants placés en orphelinat développaient des dépressions très sérieuses et sévères qu'on appelle la dépression anaclitique, c'est-à-dire que ça procède de 3 phases. Au début, au bout d'un mois, séparés de leur maman, les bébés sont tristes, pleurent. Les enfants, d'ailleurs, pleurent, sont tristes au bout d'un mois. Et c'est la phase de protestation, ils sont très en colère. La deuxième phase, c'est la phase de découragement, où on va voir là des pleurs très intenses et qui expriment une profonde détresse au bout de 2 mois de séparation. Et au bout de 3 mois, c'est une phase de résignation. Et là, l'enfant est dans le repli total, une espèce d'indifférence. Et c'est ce qu'on appelle donc la dépression anaclitique, qui peut entraîner des troubles graves. D'ailleurs, on voit les bébés qui ne se nourrissent plus, qui maigrissent et qui ne se développent plus, qui ne grandissent pas. Donc les troubles du développement dans l'enfance peuvent être, s'il y a carence, très graves. Effectivement, du coup, la cohésion du moi va être plus compliquée. Alors que si les soins sont bons, suffisamment bons, eh bien l'enfant va pouvoir peu à peu se construire des limites claires et savoir que l'autre et lui, c'est pas la même chose. Et il va pouvoir ensuite distinguer, faire la distinction entre le réel et l'imaginaire. D'ailleurs, les enfants malades dans la psychose ont souvent ce vécu de carence initiale qui les empêche de se développer plus tard, conformément aux autres enfants. Alors, le père ensuite va jouer un rôle fondamental, c'est-à-dire que le père va créer une séparation entre la maman et le bébé. Et il va introduire la loi, il va introduire l'autre, l'extérieur, la différence des sexes et l'interdit. Et c'est ce qui, dans le mental, le père représente un peu les interdits, tout ce qui est instance interdictrice et ce qu'on appelle le surmoi dans la psyché. Et ensuite, le travail continuera dans l'éducation avec l'école qui prendra le relais et on va continuer à être éduqué par les autres. Donc, la confiance en soi va résulter de tous ces facteurs, c'est-à-dire, comme cette période est très longue et qu'on est extrêmement dépendant des autres et qu'on est si mature, donc, il va y avoir des manques, des frustrations, des défaillances qui vont laisser des traces. Alors, 2 autres aspects qui sont importants dans la constitution de soi, c'est l'importance du regard. C'est Lacan qui disait « L'image de mon corps passe par celle imaginée dans le regard de l'autre, ce qui fait du regard un concept capital pour tout ce qui touche à ce que j'ai de plus cher en moi et donc de plus narcissique. » Il va mettre l'accent sur le fait que le regard va être fondamental dans la construction du narcissisme, c'est-à-dire la perception de soi. Et alors là aussi, pour l'illustrer, je vous ai mis le berceau de Berthe Morisot, et puis ensuite La Vierge à l'enfant. Il y en a tellement qui mettent justement l'accent sur ce lien précoce si fondamental et si important, et le regard, qui est effectivement
fondamentale. Sans un regard bienveillant, sans chaleur et sans échange, sans sourire, l'enfant ne peut pas se construire une identité solide. D'ailleurs, ce regard va conditionner, donc le regard des autres va être fondamental et va conditionner le regard qu'on aura sur soi-même aussi ensuite. Porter un regard bienveillant sur les autres, faire des compliments, encourager, donner des signes de reconnaissance aux autres, eh bien, le mettre en valeur, ça va être un miroir positif pour l'autre et aussi pour soi. Ça va donner beaucoup de plaisir. Donc, ne vous privez pas. Il faut être un miroir positif pour les autres. Et plus on l'est, et plus en retour, on a de la joie. Ça augmente la confiance en soi-même et la confiance en l'autre. Bergson disait « La joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. Toute grande joie a un accent de triomphe. » Donc, c'est très important. Et suite à cette période du regard et de la constitution du narcissisme, une phase va arriver qui est très importante, qui est la phase du miroir. L'enfant, effectivement, va éprouver cette joie face à son image dans le miroir. C'est vers 15 mois, 18 mois, où soudain, l'enfant va se percevoir comme une personne à part entière, il va se reconnaître. C'est ce que Lacan appelle le stade le stade du miroir comme formateur de la fonction du je. Enfin, je suis un individu différent de ma mère. Et ce moment, chez l'enfant, vous l'avez peut-être vécu avec vos enfants, le moment où il se reconnaît enfin dans le miroir, après avoir tâtonné, après avoir pensé que c'était un autre enfant, eh bien, un moment, il va se rendre compte que c'est lui. Et il va pouvoir se rendre compte que c'est lui si déjà il a eu une existence et un regard qui lui a permis de savoir qu'il était lui-même. Et on va le désigner aussi dans le miroir. On va lui dire, tu as vu, c'est toi. Et il va dire, à un moment, c'est moi. Et c'est à ce moment-là que l'enfant accède au jeu, mais aussi à la fonction langagière, et qui va devenir un alter ego vers donc 18 mois à peu près, et il va rentrer dans la relation et dans aussi le rapport à l'objet, à l'autre et au symbolique. Donc c'est un moment très important dans la constitution. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'autisme. Dans les maladies de l'enfant graves, eh bien, les enfants n'aiment pas se regarder dans le miroir et fuient leur image. Alors, l'idée de cette jubilation, on va dire c'est une jubilation narcissique, on se reconnaît et on jubile dès 18 mois. Et l'idée, ah oui, j'ai oublié de vous mettre l'image. Donc voilà l'enfant qui jubile devant le miroir et qui se regarde et qui s'observe. Et alors, l'idée, c'est évidemment de ne pas tomber dans le narcissisme et l'amour de soi excessif, qui est, lui, la négation du tiers. Et le narcissisme, on va dire, flamboyant, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'auto-érotisme et qui nie la présence du tiers et de l'autre. C'est l'amour de soi excessif. Mais ce narcissisme, en fait, conduit à la solitude, au vide. Et c'est en général d'ailleurs une compensation de manque qu'il y a eu dans l'enfance. Donc les gens qui ont un narcissisme un peu grandiose, qui sont très narcissiques et pris d'eux-mêmes, bon, là c'est Caravage, donc c'est le mythe, mais dans la réalité, les gens très narcissiques sont des gens souvent qui compensent parce qu'ils n'ont pas reçu assez cet amour essentiel et du coup vont surinvestir eux-mêmes. Mais c'est une solution qui est mieux que rien, hein, mais qui n'est pas idéale puisque ça conduit souvent à la dépression derrière. Le besoin de reconnaissance est très important, donc il est très fondateur, c'est-à-dire que l'enfant, on l'a dit, dès qu'il est tout petit, va chercher le regard de l'autre, va babiller, va vouloir communiquer très très tôt avec l'autre. Donc il a besoin de reconnaissance, on a besoin de savoir quelle image l'autre me renvoie, mais aussi savoir si cette image est conforme à celle que j'ai de moi-même. C'est Maslow, dans sa pyramide, qui a mis le besoin d'estime en 4 comme un des besoins fondamentaux. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette pyramide, mais qui a le mérite d'être assez claire. D'abord, les besoins, c'est les besoins de l'homme. Hein. Besoins physiologiques, besoin de sécurité, besoin d'appartenance au groupe et besoin d'estime, là celui dont je parle, c'est-à-dire ce besoin de reconnaissance qui est fondamental. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas transparent, que j'existe pour les autres et j'ai besoin aussi de connaître ma valeur et de savoir ce que les autres pensent de moi. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas nulle. C'est pour ça que tout ce qui est de l'ordre du rejet, de l'humiliation,
va être vécu comme un anéantissement de soi. On a le droit au respect, ça fait partie des droits de l'homme, on a le droit au respect, on a le droit à la dignité. Et on sait à quel point, par exemple, dans le harcèlement moral au travail, eh bien, le rejet, le fait d'être ostracisé, de ne pas être reconnu, peut conduire au burn-out. De la même façon, les patients qu'on reçoit souvent ont souffert dans l'enfance d'un rejet, au collège souvent, ou dans la petite enfance, et ont été ostracisés, montrés du doigt, et se vivent à l'âge adulte comme indignes, comme impuissants, comme transparents, comme honteux. En fait, les marques de non-reconnaissance sont très dommageables pour la personnalité et laissent des marques des marques graves. Et à l'adolescence, on sait à quel point on a besoin, c'est une période à l'adolescence où finalement on ne se reconnaît pas vraiment dans le miroir parce qu'on change énormément, on a le physique qui change, et puis on ne sait pas encore qui on est, on quitte l'enfance pour devenir adulte, on ne sait pas encore quel adulte on sera, et d'ailleurs le miroir a un rôle assez important à cet âge, mais on sait aussi que le miroir, c'est-à-dire le regard des autres, est fondamental, et comment on a besoin d'être intégré dans le groupe. Au collège, c'est très fort, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être comme les autres. Tout ce qui est différent va être rejeté, risque, en tout cas, on prend le risque de ne pas être reconnu par ses pairs. Et à l'adolescence, c'est fondamental. Donc, on doit s'habiller pareil. Et quand on fait les sorties de lycée ou de collège, tous les enfants se ressemblent et c'est très important. Donc, c'est un signe d'appartenance au groupe et donc qui leur renvoie à une identité qu'ils cherchent et qui est changeante. Alors, le changement est quelque chose de fondamental. Et en thérapie, évidemment, on le vit. Rien n'est jamais définitif. Évidemment, le passé va laisser des traces douloureuses, souvent sous forme de symptômes quand les gens consultent. Donc, ce passé est douloureux. Et en thérapie, on va essayer de chercher sur quoi les gens pleurent, quels ont été les problèmes dans l'enfance, les manques, les frustrations, les douleurs qu'a pu subir la personne. Et par le langage, on va faire revivre ici et maintenant toutes ces souffrances. On va essayer de les comprendre et de les conscientiser, de les rendre conscientes pour essayer de s'en démarquer, de s'en amender et puis d'essayer d'être plus libre et de pouvoir regarder la vie devant de façon plus légère, plus consciente et sans souffrir. C'est un peu le principe de la thérapie. Et ce qui est derrière, c'est cet espoir qu'on doit donner et qu'on doit avoir tous, c'est-à-dire que la vie est un perpétuel changement. Rien n'est figé, rien n'est définitif, et notre vie, elle se construit au présent, ici et maintenant. Donc parfois on a besoin d'aide pour essayer d'aller de l'avant et de se renforcer parce qu'on est fragilisé par un tas de choses, mais on va pouvoir changer. Et la thérapie, ça va être justement de mettre en acte cet espoir, de renforcer la conscience et faire enfin croire la personne en ses forces à nouveau, en sa volonté d'agir et lui dire tout est possible aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre, mais on peut le faire que si on a conscience, si on a fait ce travail de prise de conscience, c'est-à-dire que ça ne va pas sans la connaissance de soi et sans la volonté aussi de changer, qui va être très à l'œuvre et qu'on va essayer de mettre en marche dans les thérapies. Sachant que en thérapie, on se concentre sur les aspects positifs, créatifs et gais de la personne. On va essayer de chercher les forces de la personnalité pour les mettre en valeur et pour justement essayer d'améliorer la confiance en soi et de montrer aux gens qu'il y a une part qui est toujours là, qui est quand même solide et qu'on va faire valoir. Et notamment, on va travailler beaucoup sur tout ce que sont les vertus et dont fait partie la volonté. Épictète écrivait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Alors, c'est un peu facile à dire, mais c'est le travail qu'on va faire en thérapie. Et à partir du moment où on aura accédé à la conscience des choses, eh bien, ce sera plus facile d'avancer et de trouver la force. Alors donc, on est dans un modèle de croissance. L'être est perfectible et sans arrêt perfectible. Nos expériences vont avoir une influence très grande sur notre organisme. Et on sait aujourd'hui, avec toutes les études qui ont été faites sur la neuroplasticité cérébrale, à quel point nos expériences vont même influencer les connexions neuronales. Et le cerveau est malléable
et va être marqué par nos expériences. Donc on évolue tout le temps. On sait que le corps est en changement permanent, nos cellules naissent et meurent en permanence, et ça continue toute la vie. Et donc on va essayer, l'apprentissage, c'est quelque chose de fondamental. On a cette chance, on met du temps à démarrer dans la vie, mais après ça continue. Tout le temps, on va pouvoir changer, se transformer et croître, et surtout essayer de se dépasser. Alors là, je vous ai mis cette petite image en référence à une de mes patientes qui, quand elle était petite, avait les oreilles décollées. Et sa maman avait pour bonne idée de lui couper les cheveux très courts pour pas qu'elle ait des poux. Et évidemment, à l'école, eh bien, elle était la risée de tous et on se moquait d'elle. On l'appelait Dumbo. Donc voilà, la thérapie fait qu'on va essayer de prendre conscience de ce qui s'est passé, puis de faire en sorte d'accepter certains défauts qu'on peut avoir, certains dommages qui ont pu exister, et puis d'en faire des forces. Pour se lancer, il faut s'amender de tout ce qui nous freine, de nos peurs, de ces angoisses. Et donc, on va retrouver petit à petit ce potentiel, ces ressources psychiques et spirituelles, et on va pouvoir se lancer dans cet avenir qui est là devant nous, dans cette vie qu'on a tant de mal parfois à vivre. Donc l'apprentissage va être très important, et dans cet apprentissage, la culture, la connaissance, évidemment Socrate l'avait dit, Platon l'avait dit avant nous, eh bien il faut sortir des illusions, sortir de l'obscurité pour aller chercher la connaissance au dehors. Et c'est un travail, c'est pas toujours facile, mais une fois qu'on est sorti et qu'on a compris qu'on avait tout à gagner, eh bien on va avoir accès à la connaissance, c'est-à-dire à des valeurs supérieures comme la vérité, la justice, la beauté, et on va arriver peut-être au bien souverain. Et c'est par la connaissance de soi-même et en sachant tirer au mieux parti de ces expériences qu'on va pouvoir finalement grandir et développer son intelligence, mais développer aussi sa confiance en soi, son autonomie, sa responsabilité. C'est ce qu'on va faire à l'école avec les enfants, sur tous les plans, intellectuels, physiques, social, émotionnel, spirituel. Et en fait, cette éducation, cet apprentissage, il devrait nous conduire à la maturité dont on parlait tout à l'heure. Seligman, qui est un psychologue qui a fait de la psychologie positive, écrivait « Il existe un ensemble de forces humaines qui constituent les meilleures défenses contre la maladie mentale. Le courage, l'optimisme, les compétences relationnelles, l'éthique du travail, l'espoir, l'honnêteté, la persévérance. Il nous faut promouvoir ces vertus auprès de la jeunesse. » C'est beau en même temps d'avoir ça en tête, et c'est le principe de la psychologie positive, et je crois que maintenant dans l'éducation, de plus en plus, on tend aussi à ça, et aussi à la maison en tant que parent. C'est-à-dire que donc on va avoir cette nécessité de se perfectionner, de s'éduquer et de transmettre le savoir. C'est une chance parce qu'on a la capacité de transmettre le savoir, de l'accumuler et de le transmettre, donc d'en faire une expérience. Plus on va accumuler les expériences et plus on sera riche de tout ça. Donc dans la pyramide de Maslow, le dernier besoin était le besoin de s'accomplir. Donc effectivement, ça en fait partie, d'apprendre, d'être de plus en plus éduqué. Eh bien, ça va nous permettre de se dépasser soi-même et de se réaliser en tant qu'homme. Donc c'est très important. Alors maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement de la confiance en soi. Je regarde l'heure. Alors, la confiance, c'est quoi? La confiance, eh bien, c'est l'espérance, la croyance. Il y a une étymologie commune entre confiance, foi, fidélité. Et il y a quelque chose de l'ordre de la croyance. Croire en ses capacités, avoir la foi en soi, en l'autre, le sentiment qu'on peut se faire confiance. Alors, souvent, en synonyme, on a l'audace, le courage. Alors, j'aime bien la définition de l'audace, c'est la hardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite. Et les deux images, les trois, je vais vous en montrer trois, qui me sont venues quand je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut illustrer la confiance en soi? Ben, c'est celle-ci qui m'est venue tout de suite, c'est dans l'itinéraire d'un enfant gâté, Jean-Paul Belmondo, qui, fort de tout son courage et de tout ce qu'il est, va descendre et défier le lion, c'est-à-dire le mal, le danger, sans peur, et d'ailleurs ça va marcher là.
Donc c'était pour moi un acte de... Voilà. Puis la deuxième image, c'était l'image du jeune étudiant à Tiananmen qui fait face au char. Et il faut en avoir de la confiance et suffisamment pour pouvoir mettre ses actes au service de ses idées, de ses pensées et mener parfois des révolutions. L'autre image qui m'est venue, c'est celle-ci. Vous allez me dire, je ne sais pas pourquoi, vous allez analyser mon inconscient. C'est la Statue de la Liberté. Je me suis dit, mais quelle belle image de l'assurance. Alors, c'est la confiance en soi, c'est la confiance en les hommes, que les hommes ont en eux-mêmes, en fait. La liberté guidant le peuple. Et toutes les œuvres colossales qu'ont pu réaliser les hommes sont fascinantes par ça. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de confiance de ce que l'homme peut construire, que ce soit les pyramides, le Parthénon ou le colosse de Rhodes ou la Statue de la Liberté. Eh bien, l'homme est capable de montrer qu'il est aussi fort que ça, qui peut dominer ses peurs, qui peut faire valoir des valeurs qui lui sont supérieures. Et voilà, c'était la confiance en soi pour moi. Alors me sont venues d'autres images que je passe rapidement. Obama, ouais. Je me suis dit, voilà, quelle présence, il occupe l'espace. Je pense que les politiques sont aussi très, très éduqués à ça et on leur apprend à avoir confiance particulièrement en eux. Et voilà. Jerry Lewis, à la victoire des Césars, dans la victoire, il y a quelque chose d'une force, d'affirmation de soi et dans la posture, quelque chose de un peu symbolique. Et Mick Jagger, voilà. Je me suis dit, ouais, quelqu'un qui fait de la scène et qui peut se lancer comme ça sur scène face à un public, les bras écartés et mettre toute sa personne comme ça pour faire vivre son art, eh ben, il en faut quand même de la confiance. Donc, si on résume la confiance en soi, c'est quoi? C'est le courage, l'assurance, l'autonomie, l'ardeur à entreprendre. Je résume un peu tout ce que j'ai dit. La confiance en ses capacités, le respect de soi et le respect des autres. C'est s'accepter tel que l'on est en étant authentique. C'est bien communiquer avec les autres. C'est affronter les situations. C'est faire preuve de force de caractère. C'est se sentir fier de soi-même, être méritant. Et souvent, ça va de pair avec le bien-être et l'épanouissement. Alors, à contrario, le manque de confiance qui serait illustré, je pense, pas mal par Woody Allen dans ses films, qui est le New-Yorkais névrosé, anxieux, dépressif, eh bien, on va dire ce serait l'excès de manque de confiance en soi. C'est la timidité, la peur, la difficulté à agir, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres qui prend beaucoup de place, le repli, les tendances à l'inhibition, le sentiment d'insécurité, le manque de confiance en l'autre aussi, les difficultés à communiquer, l'hypersensibilité, la vulnérabilité et le sentiment de culpabilité qui est très fort et qui est donc assez lié au mal-être. Alors, la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Alors, les deux sont quand même assez liés, mais on va dire que l'estime de soi, c'est le sentiment de sa propre valeur et le sentiment d'être reconnu ou pas par les autres. Ça touche vraiment à l'être, à l'identité, alors que la confiance en soi est plus liée aux compétences, à mes capacités. Et c'est se demander est-ce que je suis capable de faire ci ou ça. Donc celui qui manque de confiance en soi va se dire je serai jamais capable, je suis pas à la hauteur, j'ai trop peur, je peux pas essayer. Et celui qui manque d'estime de lui va dire je suis pas fier de moi, j'ai pas beaucoup de qualités par rapport aux autres, je me sens inutile, je vaux pas grand chose. Voilà. Et l'affirmation de soi, l'estime de soi, l'opinion qu'on a de soi, la confiance en soi, l'évaluation de ses compétences. Et l'affirmation de soi, ça va être la mise en acte et surtout relationnelle de sa capacité à être confiant. On va en reparler. Alors, la définition de la santé, c'est la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Eh bien, on va essayer d'améliorer l'estime de soi et la confiance en soi en thérapie pour essayer d'augmenter ce sentiment de bien-être sur ces trois plans. Améliorer le bien-être sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan social. Donc sur le plan physique, c'est prendre soin de son corps, c'est tout ce qui va être lié à l'alimentation, au sommeil, à la nourriture, ça je l'ai dit, à l'hygiène de vie, à la santé. Tout ce qui est mental, ça va être la relation à soi-même, l'estime de soi. Donc faire croître son intelligence, ses valeurs, gérer ses humeurs, etc.
pour être le plus possible en accord avec soi-même. Et puis le bien-être social, ça va être tout ce qui est de la relation aux autres. On sait donc l'importance que la relation aux autres a pour nous, et on va essayer d'apprendre au maximum à mieux communiquer avec les autres, à mieux gérer les conflits et à améliorer ces relations. Alors, je vais rentrer un petit peu plus spécifiquement là-dedans. Donc, en thérapie comportementale et cognitive, en particulier, on va travailler sur les 3 axes pour améliorer la confiance en soi. Les 3 axes, c'est 1, les émotions, savoir gérer ses émotions désagréables, et notamment le stress. Deuxièmement, on va essayer d'améliorer les comportements. Les comportements, c'est ce qu'on fait, ces actes. Et troisièmement, on va modifier les pensées dysfonctionnelles négatives qu'on a en tête. Alors, on va diminuer le stress. Diminuer le stress, c'est-à-dire qu'on va... Le stress, c'est quoi ? Ça va nous entraver énormément. Le stress, c'est l'accumulation d'émotions négatives qui vont gêner notre fonctionnement parce qu'elles sont trop fortes, trop fréquentes et trop négatives. Donc, je vais ruminer en permanence, je vais être insatisfait, je vais manquer de confiance en moi, bien sûr, et je vais être tout le temps dans l'anticipation catastrophique. Donc, le stress est très mauvais pour l'organisme et il peut entraîner des conséquences embêtantes. On a tous connu ça aussi, ou plus ou moins. C'est-à-dire que les gens qui sont très stressés ont des troubles du sommeil, sont fatigués, font des cauchemars, sont insomniaques, des troubles du comportement, inhibition, repli, des difficultés relationnelles, des disputes, d'irritabilité, de l'agressivité, des difficultés cognitives avec les pertes de mémoire. Ils ont en général recours aux addictions, ils peuvent, en tout cas, le stress peut générer ça. J'accélère un tout petit peu parce que j'ai vu que le temps passait. Alcool, drogue, tabac, troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, qui peuvent être la conséquence du stress, troubles émotionnels avec angoisse, dépression et tristesse. Et puis, si le stress est très fort et si l'organisme est mis à rude épreuve comme ça, eh bien, ça peut être un peu plus grave et plus invasif. Et il y a des maladies liées au stress, donc les douleurs chroniques, les maux de tête, les troubles digestifs, les troubles cardiaques, les difficultés respiratoires et les maladies de peau. Souvent, c'est des maladies dites un petit peu psychosomatiques, en tout cas où le stress a son importance et son influence sur l'organisme. Alors, je vais vous parler des modérateurs de stress. C'est ce qu'on va mettre en action dans les thérapies. L'idée, c'est que ces modérateurs de stress vont permettre, on va essayer d'améliorer ces comportements et ces comportements de santé. Et on va essayer de faire en sorte d'avoir les comportements les meilleurs pour l'organisme et pour sa santé. Donc on va devoir changer certaines habitudes et je vais vous inviter, en fonction de tout ce que je vais énumérer, à vous-même faire un état des lieux pour savoir ce qu'il vous faut changer dans vos vies afin de vous fixer aussi des objectifs. Et c'est ce qu'on fait avec les patients, se fixer des objectifs pour essayer d'améliorer l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, l'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, il y a d'abord essayer de prendre du temps pour soi. Souvent, on court tout le temps, on est en retard, on se presse, on est débordé, et ça, évidemment, ça génère du stress. Donc, la première des choses, c'est essayer d'aller moins vite et de prendre du temps pour soi. On est tout le temps dans des impératifs de rendement, il faut courir, on a un tas de choses à faire. Donc, l'idée, c'est de prendre du temps pour soi, faire des pauses. C'est pour ça que la méditation est si importante et la relaxation aussi, parce que ça va diminuer l'impact des émotions négatives et du stress. Prendre du temps, c'est aussi une façon de s'éduquer, de prendre le temps, le goût pour les choses, de se concentrer sur une chose après l'autre et de ne pas se disperser. Prendre le temps, c'est par exemple se lever un peu plus tôt le matin pour pas être trop speed et avoir le temps de faire des choses qu'on a envie de faire et qui nous font du bien. Ce temps, il est nécessaire, il permet de se ressourcer, il permet de réfléchir, il permet de s'organiser et de prendre des décisions qu'on ne prend pas forcément, on n'anticipe pas quand on est dans l'action tout le temps. Donc ce temps va être une pause qui va être nécessaire pour se ressourcer. Voilà. Donc la méditation et le temps pour soi, pour faire des pauses, c'est une façon aussi de se respecter soi-même et de respecter les autres, les choses aussi. J'ai mis ça aussi, j'ai décidé de m'aimer aujourd'hui. Prendre du temps pour soi, c'est ça aussi, se dire je vais me faire du bien. Alors on peut le faire de n'importe quelle façon que ce soit, alors à vous de voir. Ça peut être, je décide ce soir de me faire un bon repas, je vais mettre une nappe, je vais mettre une bougie, je vais mettre un peu de musique et je vais faire en sorte que ce moment-là soit un moment de qualité et je vais respecter et ma nourriture et le cadre et moi-même, voir la personne avec laquelle je dîne. Et si j'ai personne avec qui dîner, je peux faire un aussi joli dîner pour me faire plaisir et pour honorer le moment présent, l'instant. C'est ce qu'on travaille beaucoup en pleine conscience, l'importance du moment présent.
tout sens en éveil pour essayer de tirer le meilleur parti du moment qui est en train de s'écouler. Et c'est une façon en fait de sacraliser l'instant et d'en faire quelque chose de beau qui restera inscrit d'autant plus en vous. Alors, améliorer son apparence, et ça fait partie de l'hygiène de vie, faire attention à comment on s'habille et faire en sorte d'être en accord avec soi-même, avec ses goûts, ses tendances, être bien dans ses vêtements, c'est important. Drogue, alcool, tabac, évidemment, diminuer l'alcool, diminuer le tabac, on sait que c'est mauvais pour la santé, les drogues évidemment aujourd'hui, pour essayer d'optimiser sa santé et d'être au mieux avec soi-même. On sait, donc là je vous ai mis les normes pour que vous ayez une idée vous et que vous puissiez vous situer. 3 verres par jour pour les hommes, 2 pour les femmes et pas plus. On sait que l'alcool entraîne des troubles graves de prise de poids, d'hypertension, de troubles cardiovasculaires, d'AVC, d'infarctus, etc. Et puis modifie aussi les émotions et les comportements et aussi les capacités intellectuelles. Donc boire, oui, avec modération, oui, vos deux verres en pleine conscience, tranquillement, pour se faire du bien. Améliorer le sommeil, on dit qu'il faut dormir 7 à 9 heures par jour pour se remettre de tout le reste, c'est très important et ça permet d'aller mieux. L'alimentation, plus saine, plus variée, faire attention au sucre, faire attention à ne pas manger trop gras, trop salé, évidemment prendre aussi toutes les décisions qui vont nous permettre peut-être de mincir, de ne pas trop grossir et de faire attention à sa silhouette, c'est important, c'est se respecter, c'est faire attention à soi. Et ça participe évidemment de l'estime de soi et de la confiance en soi. Les loisirs. Ah, les loisirs, ouais, voilà, j'ai mis ça. Fred Astaire et Judy Garland, voilà, il faut danser, il faut s'amuser, on en a besoin. Donc, trouver des moments de détente et d'évasion parce qu'on est extrêmement sollicité, extrêmement pris. On a des enfants, on a un travail qui prend les 3/4 de notre temps. Donc, prendre du temps pour soi, c'est aussi s'amuser, c'est avoir des activités de loisirs, des vacances, des activités aussi où on va développer ses savoir-faire, tout ce qui est activité manuelle. Vous avez envie de faire du chant, inscrivez-vous à une chorale. Vous avez envie de faire du dessin, eh bien inscrivez-vous à un cours de dessin. Et ça participe du développement personnel et en permanence. Alors, on garde en tête ce qu'on s'est dit avant, de continuer à s'éduquer, à grandir, à valoriser ce qu'on est. Donc les loisirs, le sport, donc la Haute Autorité de Santé préconise 3 heures de sport par semaine, ce qui est beaucoup, je ne suis pas sûre qu'on le fasse tous, ou 30 minutes de marche par jour. Il est très important de bouger, ça améliore les défenses immunitaires, ça permet d'améliorer le souffle, la musculature, le rythme cardiaque, et on sécrète des endorphines qui sont les hormones du bien-être, donc c'est très important. La vie sexuelle et affective, dans les modérateurs de stress, on sait aussi à quel point la vie affective est importante et d'avoir une vie affective et sexuelle en relation avec ses désirs et à la hauteur de ses besoins, eh bien, ça va réduire le stress, avoir un effet sédatif, tranquillisant et aussi améliorer le contentement. On sera moins frustré et donc on sera plus heureux. Améliorer les relations aux autres, comme je l'ai dit. On sait que beaucoup de nos joies et de nos peines sont liées aux autres. Les autres font partie de notre vie et sont fondamentaux. Donc il va falloir essayer d'améliorer les relations aux autres. Alors voir comment, le nombre d'amis, la régularité des contacts, la qualité des liens qu'on a avec les gens. Et le sentiment d'appartenir à un groupe et d'être avec d'autres et de pouvoir échanger effectivement avec les autres est très important. Et il y a une étude très sérieuse qui a été faite à Concordia au Canada par Bukowski qui dit que l'amitié protège et aide les gens à faire face aux problèmes qui sinon mèneraient à la dépression. Et effectivement, ces études très sérieuses ont montré que d'être avec des amis, eh bien, le corps sécrétait des hormones, la cortisol, la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress, va diminuer et en revanche, le cœur va battre moins vite et la pression sanguine sera moins élevée et donc ça améliore la résilience et on est mieux quand on est avec des amis que quand on est seul et ça aide par rapport à la tristesse de l'humeur par exemple. Alors pour améliorer les liens aux autres, j'ai mis plusieurs exemples, c'est à vous de voir ce qu'il vous faut faire pour essayer d'augmenter les relations sociales, les liens aux autres, ou bien de les rendre plus intenses et plus sincères. Alors arrêtez de se comparer aux autres. On a toujours tendance à se comparer aux autres, et pourquoi faire? Pour se dévaloriser soi-même, donc ça ne marche pas du tout dans l'estime de soi. On vous conseille d'arrêter de se comparer. On est unique, personne n'est supérieur, personne n'est inférieur, chaque personne est unique. Et donc l'idée c'est plutôt de cultiver ce qu'on est, son style,
ses désirs, ses savoir-faire, et essayer de les faire valoir sans forcément se comparer aux autres. Et si jamais on se compare aux autres, alors c'est pour s'en inspirer et pour essayer de faire mieux avec soi-même, mais pas pour se dévaloriser. La vie spirituelle. Alors là, je vais me lancer, je vais essayer de vous raconter une petite histoire que peut-être vous connaissez, qui est l'histoire du tailleur de pierre. C'est une histoire que raconte Charles Péguy. Alors Charles Péguy marche sur une route et il trouve sur son chemin un tailleur de pierre qui casse des pierres avec son maillet, et il a l'air vraiment renfrogné et il a des gestes brutaux. Et Charles Péguy lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ?» Et il se retourne et dit « Je casse des pierres, c'est difficile, j'ai mal au dos, j'ai faim, et puis vraiment, c'est un métier qui n'est pas drôle. » Alors, il continue sa route, Charles Péguy marche, et puis un peu plus loin, il croise un autre tailleur de pierre qui, là, abat ses pierres un peu plus sereinement. Et il lui demande « Que faites-vous, monsieur ?» Et le tailleur de pierre dit « Je casse des pierres, j'ai trouvé un travail, j'arrive à nourrir mes enfants, et puis je suis au grand air. Voilà, non, c'est pas si mal. » Et il continue sa route, Charles Péguy, et sur sa route, un troisième casseur de pierres qui, là, abat les pierres avec le sourire aux lèvres et avec un enthousiasme qui fait plaisir. Et Charles Péguy lui dit « Monsieur, que faites-vous » Et là, il lui répond « Je construis une cathédrale. » Alors, c'est pour illustrer ce besoin qu'on peut avoir de spiritualité. Il est effectivement fondamental aux êtres humains de donner un sens à ce qu'ils font. Et c'est pas si facile. Ça va tout changer. De donner du sens, de mettre de la spiritualité, c'est-à-dire de l'esprit dans les choses, eh bien, ça va nous aider à accepter mieux notre sort déjà, et puis avoir l'impression d'appartenir à une communauté. On va, à travers la mythologie, la religion, les arts, l'éducation à la morale, tout ce qui peut nous élever spirituellement, eh bien, on va trouver un sentiment d'appartenance à ce qui fait la beauté de valeurs communes, et on va, d'une certaine façon, par la spiritualité, célébrer la vie. Et quand on célèbre la vie, eh bien, en général, on est plus raffiné, on met de l'esprit dans les choses, et on est plus joyeux, et on a une sensation de plénitude. Alors, évidemment que ces trois personnages casseurs de pierre, on se reconnaît tous à un moment ou à un autre de la vie. Parfois, on est à l'étape numéro 1, parfois on est à l'étape numéro 3. Et en fonction des événements de vie, eh ben, parfois on perd le sens des choses et on ne l'a pas du tout. Le premier est un peu dépressif. Le deuxième, c'est un peu monsieur tout le monde quand on ne se pose pas de questions, métro, boulot, dodo. Et le troisième, eh bien, il a compris pourquoi il faisait les choses et il a accédé à une certaine plénitude, et il est capable de faire beaucoup de choses s'il comprend pourquoi il les fait. Alors voilà pour les modérateurs de stress qui permettent de gérer les émotions. Je regarde le temps qui me reste. Oh là là. Alors, améliorer les comportements, c'est le deuxième aspect qui va permettre donc d'augmenter l'estime de soi. Je vais essayer de oser. Améliorer les comportements, c'est oser. Quand effectivement je ne suis pas sûre de moi, je vais éviter beaucoup de situations. L'idée, c'est que je vais modifier mes comportements, je vais passer à l'action et je vais essayer de m'aguerrir de la peur. Alors là, je voulais vous parler d'Ulysse qui a fait son grand voyage, mais je crois que je vais passer outre, c'est dommage, mais tant pis. Donc, et qui a passé bien des épreuves et qui est rentré en gardant en lui-même la force de ce qu'il était et de ses valeurs, c'est-à-dire qu'il a pu vivre les plus dures expériences, mais il est resté lui-même et il a retrouvé son pays et sa femme, son chien et son fils, et tout en vivant toutes les épreuves les plus difficiles. Et c'est un peu ça, l'affirmation de soi, la force. Bon, c'est un héros, mais c'est l'idée de pouvoir vivre toutes les expériences possibles en restant soi-même, c'est-à-dire d'être en accord avec ses valeurs et avec ce que l'on est. Bon, j'ai quand même parlé un peu d'Ulysse. Donc, améliorer ses comportements, c'est notamment changer ses comportements. Souvent, on peut être donc passer à l'action, s'organiser, améliorer les relations aux autres, les conditions de travail, changer. En fait, ce que je dis souvent aux patients, c'est qu'est-ce que vous voudriez améliorer, changer dans votre vie, qu'est-ce qui vous aiderait, quels sont les rêves que vous n'avez pas réalisés, et qu'est-ce que vous voulez mettre en action aujourd'hui que vous n'osiez pas faire avant. Agir va permettre de lutter contre les angoisses et contre la peur et va augmenter la fierté. Et quand on va arriver à faire les choses, on va être tellement content de soi que l'estime de soi et la confiance va grandir. C'est ce qu'on appelle l'expérience, l'exposition. Et plus on fait les choses, et plus on se sent fort. Alors là, je vous avais décrit les comportements dysfonctionnels. Je ne dis pas dysfonctionnels, d'ailleurs, c'est les comportements relationnels.
Des gens sont plus passifs, des gens sont plus agressifs, et puis certains sont affirmés. Mais l'affirmation de soi, c'est un comportement qui s'apprend. Alors que le passif ou l'agressif, eh ben, c'est assez spontané. Certaines personnes sont plutôt passives, d'autres plutôt agressifs. On est toujours un peu les trois, hein. Le passif retient son avis, et il est dominé par l'autre, il est plutôt frustré et ne se respecte pas lui-même. L'agressif, il va imposer son avis, il va dominer l'autre, il va être plutôt énervé, il ne va pas respecter l'autre. Et l'affirmation de soi, c'est quoi? C'est apprendre à dire ce que l'on pense, ce que l'on veut, défendre ses droits, exprimer ses sentiments, mais sans nuire aux autres. Donc l'affirmé, il va exprimer son avis, il va être égal à l'autre, il va être calme dans ses émotions et il se respectera autant qu'il respectera l'autre. Alors, on va travailler beaucoup en thérapie sur les comportements, sur les aspects de la communication, pour essayer d'améliorer la communication, les aspects verbaux et non verbaux. Alors, les aspects... Ah, non, c'est pas encore ça. Le verbal, c'est donc être honnête et franc quand on s'exprime vis-à-vis des autres, pouvoir maîtriser les échanges, donc s'entraîner, exprimer son avis, bien formuler sa pensée de sorte qu'elle soit claire, précise. Apprendre à faire des demandes, oser faire des demandes aux autres, savoir faire des refus, dire non, pour ne pas se laisser mener aussi par les autres, parler de soi, apprendre à faire des critiques aux autres, à recevoir des critiques, à faire des compliments, à recevoir des compliments. On va développer l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est comprendre l'autre intellectuellement et affectivement, donc profondément comprendre l'autre et sans jugement de valeur. Donc on va développer les capacités d'empathie, on va développer l'écoute active, c'est-à-dire poser des questions aux autres, s'intéresser aux autres, donner des informations sur soi, personnaliser les échanges. Donc ça, c'est tous les aspects verbaux de la communication. Et puis, il y a les aspects non verbaux. Alors, dans les aspects verbaux, c'est très important, et dans l'affirmation de soi et dans la confiance en soi, on apprend aux gens à être ce qu'ils sont, c'est-à-dire ne plus jamais dire non quand on pense oui et dire oui quand on pense non, et essayer au maximum d'être en accord avec soi-même. Et c'est pas simple. Donc ça s'apprend. Le non-verbal, c'est tout ce qui est voix, intensité de la voix, débit verbal, regard, langage corporel. Alors, Amy Cuddy, qui est professeure à Harvard, a fait une étude et elle a vu que le langage corporel influençait la manière dont les autres vous voient et dont on se voit soi-même. Le sujet prend l'espace et s'affirme, et quand il le fait, alors elle conseille, voilà ce qu'elle conseille, c'est de prendre cette pose en fait. Les deux pieds bien ancrés sur le sol, les deux mains sur la taille, le regard haut, le menton haut, les épaules en arrière. Imaginez qu'on a une cape derrière soi. Et tenir la pose 2 minutes. Eh bien, si vous faites ça tous les jours, la confiance en soi va remonter. C'est une étude sérieuse, puisque voilà. Eh bien, prendre la pose qu'elle appelle la power pose, c'est prendre le temps, et ça a une influence sur l'organisme. Puis là aussi, c'est scientifiquement prouvé. La testostérone, qui est l'hormone de confiance, va augmenter de 20%, et la cortisol, l'hormone de stress, va diminuer de 25%. Donc, je vous encourage à le faire. Finalement, ça ne prend pas beaucoup de temps, et c'est tout bon pour le moral. Alors, je vous avais mis Scarlett Johansson, d'autres postures de confiance. Alors, vous pouvez aussi essayer de mettre les bras comme ça derrière la tête, toujours en dégageant bien le haut du dos, et les pieds sur le bureau. Et ça, c'est la power pose. Et faites-le, et il paraît que ça marche aussi. Donc, la victoire, voilà. Bon, c'est un petit clin d'œil. L'idée dans les comportements, c'est d'essayer d'être pleinement présent au moment, dans tout ce qu'on fait, donc laisser les téléphones et être absolument présent au moment où on est avec l'autre, et dans tout ce qu'on fait pour optimiser ce qu'on est dans nos actions. Et le troisième volet, c'était donc les pensées, améliorer ses pensées. Si seulement nous étions comme les roses. C'est Angelius Silesius, un poète allemand du XVIIe siècle, qui écrivait « La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. Elle ne se soucie pas d'elle-même. Elle ne se demande pas si on la voit. » Malheureusement, nous ne sommes pas des roses, nous sommes des êtres humains. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on passe notre temps à avoir un discours intérieur, des pensées négatives en permanence dans la tête. Et ces pensées, elles portent sur soi, et souvent elles sont dévalorisantes. Elles portent sur les autres, et elles vont interpréter les comportements des autres. Et elles portent aussi sur le monde, et souvent ce sont des généralisations. Et on est notre propre tyran, parce que ces pensées vont influencer nos comportements et aussi nos émotions.
et je vais me dire des choses du style « je ne le mérite pas, je suis nulle, il va m'en vouloir », etc. Donc on va apprendre à détecter... Ah, j'ai oublié ça. Bon, c'est pas grave. C'était la victoire, le sport, qui est l'expression justement dans le physique et dans le non-verbal, l'expression de la joie et de la force dans le sport, c'est très fort. Donc les pensées, elles sont automatiques, elles agissent malgré nous en permanence, elles sont souvent négatives et elles sont autocentrées. C'est toujours nous, c'est toujours de notre faute, c'est surtout toujours de nous qu'il s'agit. Et elles procèdent de distorsions cognitives. On va personnaliser à l'excès, on va généraliser, on va sélectionner de façon arbitraire le négatif, on va raisonner en tout ou rien, on va dramatiser. Alors, vous devez avoir des exemples, mais juste pour l'illustrer, ça n'arrive qu'à moi, voilà, j'ai pris la queue dans le supermarché la plus longue, c'est toujours à moi que ça arrive, de toute façon, j'ai jamais de chance, toute ma journée est foutue. Bon. Et alors, il faut savoir que ces distorsions cognitives et que ces pensées négatives relèvent de schémas qui sont des règles en fait tyranniques dont on n'a pas conscience, qui sont issues de tout ce qu'on a appris d'éducation et des expériences. Et on s'est construit des règles qui parfois sont excessives et tyranniques. Alors, ces règles, c'est ces schémas. L'amour, je ne peux pas être heureux si je ne suis pas aimé de tous. La performance, je dois réussir parfaitement tout ce que j'entreprends. Je n'ai pas le droit à l'erreur. L'autonomie, je dois pouvoir me débrouiller tout seul. Si je demande de l'aide, c'est un signe de faiblesse. L'approbation, je ne dois jamais contrarier les autres, sinon je risque de perdre leur affection. Et enfin la vigilance, je ne dois jamais montrer mes faiblesses aux autres, sinon ils risqueraient d'en profiter pour me nuire et me faire du mal. Donc à vous de voir quels sont les schémas dominants qui sont agissants pour vous. On va faire ce qu'on appelle la restructuration cognitive. La restructuration cognitive, ça va être prendre conscience de ses pensées, les lister, et puis ensuite apprendre à trouver des pensées alternatives qui vont être plus positives, qui vont être plus réalistes souvent, qui vont nous permettre de nous décentrer et de gérer mieux nos émotions. Alors je vous donne un petit exemple. Je croise mon voisin de palier dans la rue et il ne me dit pas bonjour. Qu'est-ce que je me dis immédiatement ? Je me dis, il le fait exprès, il est mal élevé, j'ai dû faire quelque chose, il m'en veut. Je suis transparent, personne ne me voit. Donc ces pensées, vous voyez le caractère un peu excessif, mais on les a tous, et pour des tas de choses dans la vie, tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en restructuration cognitive ? On va essayer de questionner ces pensées, essayer de trouver d'autres explications possibles. Est-ce qu'il est possible qu'il ne m'ait pas vu ? Est-ce qu'il n'était pas pressé ? Est-ce que moi, ça m'arrive pas parfois ? Est-ce que c'est si grave ? Est-ce que je ne pourrais pas le voir plus tard ? Donc je vais apprendre en fait à prendre de la distance et du recul par rapport à ces pensées. Donc je vous encourage à le faire, c'est un exercice qui est très bon. Notez vos pensées négatives quand vous stressez dans une situation, quand vous perdez confiance en vous. Vous notez les pensées qui vous viennent et vous essayez de trouver des alternatives plus positives et souvent plus réalistes qui vont vous permettre de diminuer les émotions négatives. Parce qu'évidemment, si je pense que mon voisin le fait exprès, je vais être en colère. Et qu'est-ce que je vais faire dans mon comportement ? Je vais l'éviter la prochaine fois ou je ferai pareil. En revanche, si je me dis « Oh, il est distrait aujourd'hui ou il est pressé », c'est pas grave. Là, la prochaine fois, j'irai vers lui avec un grand sourire. Donc, ces pensées sont très agissantes et il est très important d'apprendre à les détecter pour les corriger. Et elles ont une influence majeure sur la confiance et l'estime de soi. Voilà. Alors, je dis souvent aux patients, dressez la liste de vos qualités et de vos défauts. Essayez de faire valoir vos qualités. Faites-les grandir. Et puis, vos défauts, prenez-en conscience et puis essayez de vous améliorer. Bon, alors là, je résume un peu tout ce que j'ai dit. Et on va arriver à la conclusion. Alors, c'est des petites questions à se poser, peut-être. Je ne vais pas y revenir. Donc, la conclusion. La confiance en soi est donc un socle. J'espère que je vous ai un petit peu convaincu donc sur ça. Un socle pour être vraiment présent à soi-même, aux autres, dans les relations aux autres, et aussi avec le monde extérieur. Donc elle est fragile, elle est souvent ébranlée par la vie. Tout le monde peut connaître des moments où soudain on perd nos moyens et on se sent déprimé et où la confiance baisse considérablement et l'estime de soi aussi. Qu'on ait des difficultés financières, amoureuses ou des événements graves ou des pertes dans la vie, eh bien on connaît tous ça. L'homme va essayer d'affirmer sa nature et de l'accorder au mieux avec celle des autres, car c'est très réjouissant quand on arrive à vivre en harmonie avec les autres. Rien n'est plus réjouissant, en fait. Donc il faut tout faire pour ça. La confiance en soi est un processus en mouvement, comme on l'a vu, et toute la vie, on va apprendre et on va se relever,
parce qu'on aura tous des moments difficiles, et on va non seulement se relever, mais chercher à s'élever. C'est ce que Boris Cyrulnik appelle la résilience. Et là, je voulais vous parler de ça. C'est les kintsugi. C'est une technique japonaise qui permet qui a pour but de réparer les porcelaines qui ont été cassées et auxquelles on tient. Et les fêlures sont recouvertes de laque sous-poudré d'or. Et en fait, l'idée, c'est pas de dissimuler les fêlures, mais c'est au contraire de célébrer ces cassures pour que tout le monde puisse les voir. Et donc, c'est un peu une image de la résilience. La beauté réside dans les imperfections. Et soigner et honorer l'objet cassé va assumer son passé et va devenir paradoxalement plus résistant et plus beau encore, plus précieux qu'avant le choc. Bon, pour terminer, c'est donc vous dire que la confiance en soi, c'est pas la perfection, c'est aussi accepter ses imperfections, ses défaillances, c'est accepter le doute. Et ce qui est remarquable, c'est la recherche de cette perfection, c'est d'essayer de s'améliorer toujours. Et la douleur va nous donner de la force, de la sensibilité, et c'est le chemin du dépassement de soi qui est intéressant, et en particulier quand on est psychologue, bien sûr. Donc avoir confiance en soi, c'est aussi avoir confiance en la vie, et c'est continuer à aimer la vie, même si elle est difficile, et même si soi-même on a des défaillances. Et la vie est unique, donc il faut la célébrer. Et alors je voudrais terminer ma petite intervention sur une chanson qui est un peu paradoxale, mais je vais vous la faire écouter. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui n'osent, parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. Oh, j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelots. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Oh, j'aime. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je crois qu'on a un petit peu de temps pour poser les questions et donc voilà, si je peux y répondre, je serais ravie d'ouvrir un débat. Je ne sais pas s'il y a un micro ou pas. Alors c'est un interprète qui s'appelle Ben Mazué, qui est un jeune artiste que j'aime beaucoup, et qui chante une chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle « Les gens qui doutent ». Je ne sais pas s'il y a des questions, si ça soulève. J'ai été un peu vite parce que j'avais beaucoup de choses à dire, et sur chaque sujet, on pourrait parler 1 heure, donc c'est toujours difficile. Mais j'ai tenu à peu près dans l'heure, donc oui. Il y avait juste un tableau que vous avez fait passer quelques secondes, que vous avez retiré. Il y avait un slide qui s'appelait Comment retrouver la confiance en soi. Et vous ne l'avez pas laissé du tout. Vous voulez que je vous le laisse? Oui, si vous pouviez avoir alors, cette je ne sais pas lequel gentillesse, c'est. C'est pas dans ce sens. C'est pas très loin. Revenez en arrière. C'était juste avant ça. Voilà. Voilà. Bon, c'était des petites questions comme ça que je voulais vous soumettre. C'était juste avant. Voilà, c'était celui-là. Merci. Alors, je crois que ce thème est très intéressant, la confiance en soi. C'est pour ça que c'est si à la mode. Mais c'est vrai que c'est un thème qui, aujourd'hui, ça prend ce terme de confiance en soi, mais ça existe depuis toujours. Avant, c'était la philosophie qui parlait beaucoup de ces thèmes, de grandir, de croître, de s'éduquer, d'essayer d'accéder à la vie bonne au maximum. Donc, de travailler tout ce qui était... de développer son humanité au maximum. D'ailleurs, les humanités, c'est tellement important. On a de la chance. Hein. Mais le fait d'accepter ses erreurs, son côté failli, mais celui des autres, est-ce que c'est pas un peu plus nouveau, justement, par rapport à la philosophie, par rapport à tout ce qui était toujours, effectivement, se dépasser. Là, le fait d'accepter, l'insistance qui est mise sur le fait d'accepter
ses défauts, ses ses erreurs. faiblesses, ses défauts et ceux des autres. Il me semble que c'est un peu nouveau. Un peu nouveau. Dans le... C'est vrai que peut-être, en tout cas dans la philosophie, c'est peut-être, on mettait plus l'accent sur l'idéal. Oui. Enfin, on a bien conscience de tout ce qu'est l'homme aussi dans ses difficultés. Non, l'idée, c'est la reconnaissance. C'est ça que vous voulez dire, la reconnaissance. Ça, c'est vrai que c'est très contemporain. C'est depuis qu'on travaille sur l'être humain et récemment, notamment, qu'on assume de dire qu'on panique, qu'on est déprimé, qu'on a des difficultés de couple. Avant, on n'en parlait pas parce que la règle sociale, il y avait une omerta autour de ça. On n'osait pas trop parler de ces difficultés parce qu'on passait pour fou tout de suite. Alors que maintenant, on sait qu'on a accès à des soins, on sait que c'est pas si grave et on accepte, c'est vrai, beaucoup plus de parler de ses défauts, de ses problèmes. Mais ça, c'est un peu... c'est vrai depuis l'ascension de toutes ces sciences. À ce propos, j'avais eu une conférence assez intéressante sur le paradoxe du choix et de la liberté, où justement on a un peu moins ces carcans sociaux qui vont nous empêcher de nous exprimer, d'avoir des problèmes, d'aller mal, etc. Et le problème, c'est que maintenant qu'on a un peu cette liberté de s'exprimer là-dessus, et d'avoir des problèmes, de choisir sa vie, de choisir d'être en couple, de ne pas l'être, enfin, une espèce de choix illimité de la vie qu'on veut vivre, ça pose aussi des questions de paralysie du choix et de ne plus savoir quoi choisir. Alors qu'avant, on avait une route, entre guillemets, un peu tracée qui frustrait beaucoup de gens, mais en même temps, c'était plus simple d'aller... C'est vrai, oui. Vous avez tout à fait raison. C'est que le choix est très angoissant parce qu'on ne sait pas. D'abord, on ne sait pas. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et quand on a le choix, ça crée des angoisses très fortes. Et parfois, c'est beaucoup plus rassurant d'avoir des règles et qu'on nous impose certaines choses. Donc, la société plus coercitive, elle avait aussi son intérêt. D'ailleurs, on sait à quel point chez les enfants, c'est important. On dit, vous savez, les enfants rois, un peu, on leur donne le choix pour tout dès qu'ils ont 6 mois. Est-ce que tu veux un yaourt à la fraise ou à la banane? C'est complètement absurde. C'est-à-dire que l'idée que l'enfant a vraiment besoin d'une structure, et c'est très rassurant de lui donner des règles et de laisser le choix, ça peut être très angoissant. Alors en même temps, il y a une liberté très grande aussi, mais la liberté fait peur. Et il faut être justement très sûr de soi pour pouvoir faire le bon choix. Et on ne sait jamais si on n'a pas un cas en face qui peut nous flouer. Et ça, c'est le vrai risque de l'altérité aussi. On peut être sûr de soi à peu près quand on l'est, mais être sûr de l'autre, c'est encore autre chose. Vous devriez venir là au milieu, ce serait un acte d'affirmation et de confiance en soi. Bravo, bravo. Je me disais juste à l'instant, je me demandais si... donc, quand on vous écoute, c'est très bien d'avoir confiance en soi, évidemment. C'est une vraie arme. Donc ça, on a compris. Donc on a compris que c'était une vraie arme d'être confiant. Voilà. Et en même temps, j'ai l'impression, aujourd'hui, dans notre société, dans l'entreprise, en famille, parfois entre amis dans les soirées, qu'avoir confiance en soi, et donc affirmer ce qu'on pense, l'expliquer, c'est jamais parfait parce que souvent, il y a des retours de bâton. Dans l'entreprise, on aime les gens qui sont plutôt lisses. En famille, il ne faut pas trop faire de vagues. Entre amis, voilà, si on n'est pas trop d'accord avec le groupe, il peut y avoir des tensions. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. En tout cas, on prend un risque. On prend un risque à s'affirmer, mais en même temps, il faut toujours... C'est difficile parce que l'affirmation de soi, vraiment, si elle est appliquée comme on le fait dans nos séances et en thérapie, c'est tellement juste, c'est tellement respectueux, c'est tellement bien dit. En fait, l'affirmation idéale, ça marche tellement bien, et on le fait parce qu'on travaille beaucoup les jeux de rôle, qu'en fait, on en arrive à une espèce d'idéal qui n'est pas la réalité, parce que les gens se vexent, etc. Mais si on arrive à s'affirmer et être à peu près en accord avec ce qu'on dit, en respectant les autres, eh bien, ça nous évite d'être coupables, ça nous évite d'être malheureux, ça nous évite de faire du mal à l'autre. Et en fait, si on est vraiment affirmé, normalement, ça devrait bien se passer. Et en général, ça ne se passe pas très bien parce qu'on n'est pas vraiment affirmé, c'est qu'on agresse un peu, c'est qu'on est un peu inhibé, Mais je crois qu'on peut vraiment l'affirmation de soi quand on l'exerce bien, mais ça s'apprend, c'est pas si simple. Parce que parfois avec... Comment ? Voilà, mais ça s'apprend, c'est long, c'est-à-dire qu'il faut oser, il faut s'entraîner, etc.
Et puis, on n'est jamais parfait, donc évidemment, parfois ça rate. Et puis, pour peu que quelqu'un vous agresse en face, vous êtes surpris, vous ne savez pas comment répondre. Donc, c'est vrai que c'est un peu idéal, mais il faut y tendre absolument parce que ça marche. Et moi, je vois en thérapie, c'est assez spectaculaire ce que les patients font. Des patients qui sont soit très agressifs, soit très inhibés, et qui changent totalement de comportement et qui arrivent enfin à nouer des relations, à dire ce qu'ils pensent. Mais bon, en même temps, on prend un risque, c'est celui aussi du choix, est-ce que je dis ou est-ce que je dis pas. Mais je crois qu'à partir du moment où on est en accord avec soi-même, c'est fondamental pour soi et pour les autres. Et c'est un modèle pour les autres aussi. Parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on a confiance en soi, en l'autre. C'est un acte humain qui est assez joli quand on arrive à pas être chargé d'émotions négatives et à dire ce qu'on veut dire, et en respectant le point de vue de l'autre, c'est chouette. Mais c'est vrai que c'est un idéal, on y tend, c'est bien ce que je disais. C'est pas toujours facile. Si je peux juste ajouter quelque chose là-dessus, en fait... C'est bien, je vois des gens très affirmés alors ce soir qui osent prendre la parole. Merci. Il me semble qu'il y a un mot en fait qui décrit cette notion. On parle d'assertivité. D'assertivité, pardon. Qui est justement le fait d'être dans l'affirmation de soi, mais sans tomber dans les deux extrêmes qui sont soit d'un côté la passivité, soit d'un autre côté l'agressivité. Et donc du coup, vous évoquez le fait d'être dans une affirmation de soi négative et donc de subir les retours de bâton. Peut-être parce que vous n'êtes pas justement dans ce juste milieu et que vous tendez trop vers l'un des deux extrêmes. Tout à fait, vous dites exactement, c'est juste. Et alors, je voulais juste ajouter un truc aussi, c'est que... j'ai oublié. Alors, allez-y. J'avais une question aussi, c'est pour ça que j'ai pris la parole à la base. C'est à la fin, vous avez parlé de pensées positives et négatives, où on avait un tableau avec une personne qui donnait ses avantages et ses inconvénients. Et est-ce que justement, un point à travailler, ce ne serait pas de requalifier ce qui est un avantage et ce qui est un inconvénient, au sens où, typiquement ici, dans la liste des avantages, il y a marqué « je suis grand ». Donc, on peut imaginer que dans la liste des défauts, il y aurait « je suis trop petit ». Est-ce qu'on ne pourrait pas juste changer la manière de voir les choses et dire « être petit, c'est pas un défaut, en fait ». Et ça s'applique à tous les autres points, en fait. Je vois aussi « je suis trop haut », en fait, pas forcément un défaut, il faut juste l'accepter et vivre avec. C'est vrai. Tout à fait. Ça fait partie de l'affirmation, c'est-à-dire qu'il y a des choses d'abord qu'on peut changer. Donc si on peut le changer et qu'on a envie de le changer, il faut le changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Je suis trop petit, je ne peux pas devenir immense. Donc il va falloir l'accepter. Donc ça fait partie de l'affirmation de soi que d'accepter certaines tendances qui sont peut-être des défauts, mais qu'on va vivre autrement, en se regardant avec compassion aussi et sans être trop critique avec soi-même. Ça fait partie du travail de thérapie, c'est vrai. Non, ce que je voulais dire tout à l'heure... C'était... non, ça ne revient pas. Parce que c'est revenu et c'est reparti. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à la dame qui est intervenue. Je ne sais plus cette petite phrase de René Char qui se termine par « À te regarder, ils s'habitueront ». Vous devez connaître ça. Va vers ton risque, serre ta chance ou ton bonheur, je ne sais plus. Je veux dire, la dame qui est venue parler, ce n'est pas forcément qu'elle se prend mal. C'est peut-être aux autres à s'habituer. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est tout à fait juste. Ce que je voulais dire... Les gens, ils s'habituent. Mais bien sûr qu'ils s'habituent. Mais Non, ce que je voulais dire, c'est que ça peut déranger aussi qu'on s'affirme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tout intérêt aussi à ce que vous soyez inhibés et que vous ne disiez pas trop de choses et que vous suiviez sans rien dire. Donc les gens n'apprécient pas toujours au début quand on s'affirme parce qu'ils ne le vivent pas très bien, parce qu'on aime bien aussi les gens un peu inhibés, qui restent le soir faire les photocopies, qui disent jamais non. Oui ? Oui, bonsoir. J'avais un mot que j'espérais entendre ce soir, que je n'ai pas entendu. C'est aussi un mot en A, authenticité. Peut-on, dans la société, on nous demande d'avoir confiance en nous. C'est vrai, c'est une norme sociale. Est-ce qu'on est réellement authentique ? Moi, je m'interroge. Voilà ma question. Est-ce qu'on est vraiment authentique quand en fait ? Quand on fait preuve d'une confiance en soi qui répond aux normes sociales. Mais l'idée, en fait, dans l'affirmation de soi, c'est pas de répondre aux normes sociales, c'est d'être soi-même, en respectant les autres. Donc, il faut être authentiquement soi-même à partir du moment où on n'agresse pas les autres. Et donc là, en fait, l'affirmation de soi, c'est au contraire vraiment une démarche très authentique. C'est dire la vérité, dire ce qu'on est, exprimer ce qu'on veut. Donc, ça va avec l'authenticité. Mais faire ce que les autres veulent, ça, c'est pas de l'affirmation de soi. C'est de l'inhibition. Oui. Justement, merci
merci parce que en fait, moi, je travaille en ce moment avec une psychiatre Oui. basée sur les TCC. Oui. Et c'est assez nouveau pour moi parce que je travaille avec elle que depuis le début de l'année. Et en fait, j'ai compris énormément de ces processus qu'elle me fait travailler en fait par l'intervention. C'est-à-dire que je vois où elle m'emmène Ah oui, d'accord. avec la conférence. D'accord. Une petite idée déjà, Ouais. parce qu'elle me fait son schéma, là, les pensées. Ouais. Il y a un événement, Penser. j'ai des émotions, quelles sont les émotions, les repérer, et puis après, quelles sont les personnes qui viennent. Et en fait, quelles pensées alternatives je pourrais avoir pour justement ne pas me dire il m'en veut, je suis pas bien, je suis pas assez intelligente, je suis pas ça, je suis pas parfaite, etc. Et elle m'invite toujours dans l'affirmation de soi. Donc elle m'a conseillé un bouquin qui s'appelle Affirmez-vous. De Fanget, justement. Voilà, c'est ça. Et elle me dit toujours d'être factuelle, c'est-à-dire c'est toujours l'affirmation de soi, c'est par rapport à un fait précis. C'est-à-dire de ne pas être dans le général, mais d'être il s'est passé ça. Je comprends que pour toi c'est important ou ce que tu peux ressentir. Et moi, je pense ça. Voilà, je pense ça et j'avais besoin juste de le dire. Et après, ta réaction, quelque part, m'est égale. Moi, j'ai fait mon travail de m'affirmer. Et j'ai été authentique avec toi. Du coup, je ne suis pas dans un ressentiment, je ne suis pas dans une colère, je suis juste, voilà. Je suis juste moi. Donc, dans ce que vous dites, et c'est important, peut-être ça rejoint aussi ce que vous disiez, c'est qu'il faut un petit peu penser à soi aussi et exprimer ce qu'on veut en respectant l'autre, mais un peu ne pas chercher forcément à le convaincre ou et puis se dire au moins, moi j'ai été affirmé et respectueux, donc si l'autre ne comprend pas, tant pis. Mais du coup, ça gêne parfois vos interlocuteurs qui, eux, ne sont pas sur cette même base de confiance en eux. Et parfois, j'ai l'impression que ça peut déranger des gens que vous-même, finalement, vous affirmez des choses. Mais c'est vrai. Bien dans vos bottes et en face, il y a quelque chose qui ne marche pas et du coup, voilà, ça peut gêner. Enfin, et c'est vrai, oui. C'est vrai qu'en famille aussi, vous disiez ça, mais souvent en famille, les gens ont un peu des étiquettes, on est celle-ci ou celle-ci, et du coup, c'est difficile de faire changer ça. C'est un cadre qui est là depuis l'enfance, donc c'est le seul groupe social où finalement on se suit depuis 30, 40 ans. Donc il y a cette espèce d'intimité qui fait qu'on a un peu enfermé les gens dans des étiquettes et que c'est difficile d'en sortir. Et souvent, c'est plus difficile de s'affirmer en famille parce que les gens vous remettent exactement où vous étiez et pas à une autre place. Du coup, par rapport à ça, est-ce que vous aurez des outils quand les personnes en face ont du mal à comprendre, parce qu'il arrive qu'on s'affirme, mais que les autres n'acceptent pas cette affirmation de soi, et que ça crée justement un décalage. Alors souvent, oui. Mais comme vous disiez que c'était important aussi d'être bien avec les autres, oui. Et dans ce cas-là, ça crée un décalage. Oui. Alors, il faudrait évidemment parler plus de l'exemple précisément, mais de façon générale, c'est toujours un peu difficile de généraliser. Mais l'idée, c'est de dire, de recadrer la relation. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, de bien dire à l'autre, mais je t'en veux pas, je t'aime beaucoup, t'es mon frère, t'es mon ami, et c'est très important pour moi. Mais ce que je te dis, j'aimerais que tu y réfléchisses parce que je le pense vraiment et on peut en discuter plus tard. C'est-à-dire vraiment de recadrer la relation sur un mode constructif. Je peux dire ceci, mais si je dis ceci ou cela, ça porte sur des actions, sur des faits, sur des choses que j'ai pu vivre. Mais c'est pas parce que je te dis ça que je te rejette. Toi, tu comptes pour moi. Toi, tu es ma mère, tu es mon père, etc. Mais donc, je recadre la relation. Ça permet aussi de dire à l'autre, je ne t'agresse pas, mais essaie de comprendre mon message. Je ne sais pas si je réponds à la question. Voilà. Oui. Oui, pour rebondir sur ce que Madame disait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, ce qu'on appelle la communication non violente, qui justement va être là d'abord sur des faits concrets et dire, exprimer son sentiment, exprimer comment on ressent et essayer d'être le plus factuel possible et de surtout pas être agressif dans son propos et pas jugeant. Tout à fait. Oui. Alors, moi, c'est peut-être une question bizarre, mais alors c'est plutôt quand on est dans la posture où on fait semblant d'avoir confiance en soi. Ça arrive aussi. Ne pas montrer, comment dire, ses faiblesses, etc. Enfin, tout ce qu'on apprend inconsciemment depuis qu'on est jeune et qu'on est entouré de personnes soit qui ont confiance en elles, qui font aussi sans doute semblant, mais qui portent beaucoup de pensées négatives. Et comment faire quand soi-même on veut, comment dire, s'éloigner de ses propres pensées négatives pour entrer dans un travail justement de véritable confiance en soi, pour ne pas être happé
en fait, par ces pensées négatives. Alors, en fait, je pense essentiellement au milieu professionnel. Lorsqu'effectivement il y a des environnements anxiogènes, que des gens sont dépressifs ou en burn-out, il y a une atmosphère constante de mal-être. Et comment survivre. En fait, c'est ça. Quels sont les outils qu'on peut avoir à disposition pour essayer de bâtir une espèce de protection et ne pas couler, j'allais dire. Je crois que j'en ai donné pas mal des outils, non là, je ne sais pas si vous en avez trouvé au fur et à mesure sur... je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, je dirais même que c'est dans la limite contagieux. Oui, voilà, c'est vraiment contagieux. On arrive, on est super bien et tout. Et puis le stress de l'autre, le mal-être de l'autre, soit elle nous le communique et on le prend sur soi-même, soit on s'en fiche et puis je me dis, c'est son problème. Et de nature, je ne suis pas comme ça. Donc je suis obligée de prendre un petit peu, de prendre ce mal-être-là, de le prendre pour moi-même. Pour moi, c'est inné, voilà. Moi, je suis comme ça. Oui, il faut vraiment apprendre justement à se distancier, à ne pas s'impliquer, à trouver des ressources ailleurs, à s'éloigner, à pouvoir dire les choses pour mettre des limites à l'autre parce que les autres sont envahissants. Après, il faudra en parler plus spécifiquement pour que je puisse vous donner des conseils, mais comme ça, globalement, c'est difficile. Tout à fait. Mais en même temps, c'est pas qu'au boulot, hein, même mon entourage, ma famille, mes amis sont comme ça et par moments je me dis j'ai pas envie de la voir parce que je ressens que je suis tellement pas bien dans ses problèmes à elle ou à lui, je me dis non c'est bon, j'ai pas envie de la voir et pourtant je sais que j'ai besoin. C'est pour vous protéger quoi. Ouais. J'ai envie de l'aider mais ça me met dans un stress. Oui. C'est l'autre il bouge pas, c'est l'autre il bouge pas, c'est l'autre il bouge pas. Je pense que parmi les outils qui sont très très simples, enfin un outil qui est très très simple à utiliser sans trop de confiance en moi, je peux dire, que j'ai expérimenté, c'est faire de la sophrologie ou ce qu'on appelle aussi de la méditation ou de la pleine conscience. Et ça c'est très facile à faire. Et le fait d'en faire souvent, j'en fais pas très très souvent, mais au rythme d'au moins une fois par semaine, je peux voir une différence, c'est-à-dire que j'arrive à avoir plus de tolérance vis-à-vis de l'autre. Et moi, j'ai une vision et une approche beaucoup plus zen par rapport à l'autre, même s'il est en stress. J'ai une position beaucoup plus zen. Et le fait d'être, moi, posée, réfléchie, m'apporte justement cette peut-être carapace, comme on pourrait dire, que vous pensez vouloir avoir pour vous protéger. Je pense que ça aide pas mal. Ouais, vous avez raison, toute technique thérapeutique de toute façon va aider et si le stress est trop fort, on ne peut pas le gérer tout seul et vous avez besoin d'aide, alors quelle que soit l'intervention, méditation, TCC ou autre, mais c'est vrai que si c'est insupportable, il faut demander de l'aide. Je ne sais pas si on ne va pas passer au cocktail, est-ce que c'est l'heure? Il y a encore une question? Je ne sais pas. Au fond, vous aviez levé la main avant. Sur l'affirmation de soi, et pour rebondir sur ce que disait la personne précédente, dans le monde professionnel, je trouve que c'est quand même très très compliqué parce qu'il y a quand même des cartons, il y a une hiérarchie, il y a des choses qui font que... Bon, on voit la souffrance au travail là. Hein. Voilà, on ne peut pas vraiment dire ce qu'on pense tout le temps, parce que quelqu'un de... Ouais, c'est vrai. Bon. Il y a plein de choses, mais il faudrait en parler de façon plus spécifique, c'est pareil. Et il n'y a personne dans vos entreprises qui sont là pour ça. Donc. C'est parce que c'est d'autant plus normé, en fait, comme vous disiez, l'affirmation, c'est aussi savoir avoir son propre avis, et c'est pas la norme. Oui. Oui, affirmer. Affirmer. Ouais. Bon, je crois qu'on va... Merci. En tous les cas, non, merci. Oui. Merci à vous. Merci à Natacha. Merci. On boit un verre ensemble. Donc, en fait, les débats, les discussions peuvent continuer. Ça ne s'arrête pas vraiment. Vous êtes les bienvenus. On vous attend.